Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Kuluma Leadership Excellence, le podcast où on parle innovation collaborative, excellence, impact positif et leadership. Le but étant d'informer, inspirer, connecter et catalyser le changement. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet très pertinent, la collectivité. Un sujet qui est technique mais pourtant fondamental, la gestion municipale. On s'intéresse à un échelon qui est souvent méconnu mais pourtant qui a un impact réel dans la vie de chacun de nous. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que la gestion municipale a un impact, comme je le disais, dans la vie quotidienne. On peut penser au transport, aux services publics, on peut penser à la mairie, à la voirie ou plein d'autres sujets. Alors, pour en parler, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de trois techniciens terrain qui sont au cœur du sujet, qui savent mieux que quiconque, connaissent les exigences liées à ce sujet-là, entre contraintes budgétaires, exigences réglementaires, défis liés à la révolution numérique. Ils vont nous en parler. Je commence par Chris Mouyaba, juriste, chef de service juridique dans une communauté de plus de 45 000 habitants. Joseph Ekassi, juriste également, responsable des marchés dans une Comcom, comme il le dirait, communauté de communes. Et après, on a Mandela Touré, économiste et directeur financier. Bonjour, je vous espère en forme sous ce ciel grisé ou plutôt ensoleillé. Je vous laisse quelques temps de vous présenter votre parcours. L'idée, comme je l'ai dit, c'est d'inspirer. Donc, il y a peut-être un jeune qui s'interroge comment on fait pour travailler dans une mairie en tant que juriste. Quel est votre parcours? D'où êtes-vous venu? Comment vous êtes retrouvé à ces postes-là? Voilà, il n'y a pas d'ordre. Celui qui se sent prêt, il se lance. Laisse l'honneur à M. Mandela. Bonjour à tous. Bonjour Rémi. Merci pour cette invitation. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Mandela Ndiaye Touré, comme vous l'avez dit dans votre présentation, j'ai fait une partie de mes études au Sénégal jusqu'au baccalauréat. Après j'étais parti au Maroc, d'où j'ai obtenu un master en stratégie et management des organisations touristiques. Et en 2014, j'avais fait la transition pour venir en France, notamment à Grenoble, pour m'inscrire à l'université Grenoble-Alpes, pour faire des études en économie, donc avec un master en économie du développement. Et 2017 aussi, j'avais fait le concours pour rentrer à l'IEP, Institut d'études politiques de Grenoble, pour faire des études en management des collectivités territoriales avec une spécialisation en finances publiques locales. Aujourd'hui, je suis économiste, directeur des finances et des marchés publics dans l'administration publique française. Parallèlement aussi, je fais un doctorat à l'université du Mans, où je suis aussi chargé d'enseignement. Donc voilà mon parcours. Très inspirant. On est Merci. d'accord. Je vais rebondir sur ces paroles. Donc, bonjour à tous. Bonjour Rémi, je réitère. Merci pour l'invitation. Donc, Joseph Ekassi, je suis juriste de formation. J'ai un double diplôme en droit public. Donc, un premier que j'ai obtenu à l'Université du Mans et un deuxième que j'ai effectué par la suite après des stages en cabinet et en juridiction. Et j'ai souhaité toucher un peu au domaine des affaires publiques. Et donc, j'ai fait un autre master en droit public des affaires à l'université Paris-Saclay, au terme duquel j'ai effectué un stage à la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie ici à Paris. Et actuellement, comme tu as pu l'indiquer, Rémi, j'occupe le poste de responsable de la commande publique et des achats au sein d'une communauté de communes dans la Sarthe, à Sablé-sur-Sarthe, plus précisément. Donc, tu as effectué le voyage spécialement pour Le podcast. Tout à fait, parce qu'effectivement, c'est toujours tout d'abord un plaisir, voilà, de revoir des frères, et deuxièmement parce que le sujet est intéressant, et puis voilà, si on peut par les quelques mots qu'on va pouvoir développer, si on peut inciter un ou deux jeunes, c'est toujours un plaisir. Très bien. Bon, je crois que c'est à mon tour. effectivement. Bonjour Rémi, merci pour cette invitation. Merci pour l'initiative qui est pour moi haute en couleur. Alors, Chris Mouyaba, juriste également de formation. Donc, moi, je me considère comme un mini-économiste, mini-juriste.
comprendrez pourquoi. Bon, j'arrive en France en seconde, en classe de seconde. J'ai mon bac en France. Et je me retrouve donc à faire une licence qu'on appelait administration économique et sociale. Donc on se retrouve à faire, on touche un peu à tout, un peu de droit, un peu d'économie, un peu de statistiques, un peu d'autres. Et donc fort de mon appétence en droit, parce que je me souviens, je dirais toujours qu'en cours de droit constitutionnel, j'avais l'impression que le temps s'arrêtait. Donc le choix était clair pour moi que je devais être juriste. Donc en licence, donc en L3, je prends la tangente du droit. L3 droit, M1 droit gestion publique locale, hein, pour faire écho donc finalement à l'objet de ce podcast. Et puis un master 2 en droit public économique, donc à la Fac du Mans, où j'ai eu le plaisir de rencontrer mon cher Joseph. Et aujourd'hui, donc, chef de service juridique. D'aucuns appellent ça responsable des affaires juridiques. C'est presque la même chose. Dans une grande collectivité dont je tairai le nom, mais en tout cas en Île-de-France. Et très épanoui de ce que je fais. Et puis, bon, aux jeunes qui nous regardent, à leur âge, je pense qu'on aurait aimé avoir une table ronde comme ça, où les gens parlent ouvertement de leur métier. Aujourd'hui, les outils le permettent, donc profitez-en, c'est votre temps, c'est votre chance. Et puis, j'espère vous inspirer autant que faire se peut. Merci. Alors, merci à tous pour ces développements sur vos parcours respectifs qui sont très inspirants. Et moi, là, tout de suite, il y a une question qui me vient à l'esprit. Vous êtes tous juristes. Bon, je ne me suis pas présenté, mais je suis juriste également, pas dans une communauté, pas dans le service public. Je suis plutôt dans le secteur privé, dans une entreprise très connue en France et à l'international. Mais la question qui me vient tout de suite, c'est est-ce qu'il n'y a que des juristes finalement qui contribuent à la gestion municipale? Y a-t-il d'autres profils qui vont peut-être nous écouter, qui vont se sentir exclus, qui ne sont pas juristes ou qui ne sont pas du tout intéressés, qui n'ont pas d'appétence pour le droit? Quels sont les autres profils qui contribuent à la gestion municipale? On est là, je pense que tu es le plus appétent. Non, il n'y a pas que de juristes. Il y a des financiers, il y a des économistes, il y a aussi des ingénieurs aussi qui peuvent contribuer au bon fonctionnement des collectivités territoriales. Parce que dans une direction des services techniques, souvent le DST, comme on l'appelle, le directeur des services techniques, il est ingénieur. Donc il y a un responsable de bâtiment, responsable de voirie, responsable de propreté. Donc voilà, il y a des profils variés qui peuvent contribuer au bon fonctionnement d'une collectivité. Alors, pour compléter le propos de mon cher camarade, ce que je peux indiquer, c'est qu'au-delà des juristes, effectivement, des ingénieurs, des économistes, il y a aussi des profils tout à fait ordinaires, comme, je sais pas moi, des gens qui ont une formation dans le domaine administratif. Je pense aux secrétaires, je pense aux géothermiciens pour le bâtiment, je pense aux logisticiens. Dans l'absolu, toute personne qui a la volonté peut travailler dans une collectivité territoriale. Alors effectivement, lorsqu'on veut rentrer dans un secteur bien précis, notamment les postes d'encadrement, souvent on va retrouver des profils comme ingénieurs, juristes et autres, globalement. Okay. Après, il y a des géographes, des urbanistes. Des urbanistes voilà. aussi. C'est vraiment, dans une collectivité, on a tous les profils. Donc, tout dépend de ce que vous voulez faire. Mais sinon, en fait, la collectivité peut accueillir tout profil. Maintenant, tout dépendra de votre projet professionnel au sein de cette collectivité. Et donc, j'imagine qu'il y a aussi des reconversions qui peuvent se faire tout au long de son parcours dans une collectivité. On peut commencer juriste, finir comptable ou que sais-je. C'est possible, ça. Tout à fait. Bon, je me permets, en fait, là, de rebondir. Alors, dans la fonction publique, logiquement, nous sommes, pour ma part, je suis contractuel. Donc, quand je suis contractuel, c'est-à-dire que je suis cantonné à plus ou moins un domaine, un profil. Mais lorsqu'on est fonctionnaire, le principe, en fait, c'est qu'on est titulaire du grade, mais on n'est pas titulaire de la fonction. Tout à fait. Donc, tu peux être financier et que l'évolution de ta carrière fasse que tu te retrouves finalement à être en urbanisme ou être en RH, selon en fait les besoins. Et donc cette polyvalence-là, cette capacité à s'adapter est très importante en fait lorsqu'on est fonctionnaire en réalité. Bon, j'espère que ça répond à ta question. Bien sûr, tout à fait. Alors donc on va essayer de structurer notre épisode, notre discussion en deux parties. Dans la première, on va parler des défis structurels liés à la gestion municipale. Et dans la seconde, on va essayer de parler des marchés publics. Parce que c'est un élément qu'on entend beaucoup. En tout cas, moi, pour ma part, j'entends beaucoup parler de marché public. J'ai des petites connaissances, mais l'idée, c'est de comprendre de quoi il s'agit concrètement, techniquement et d'un point de vue opérationnel, de quoi on parle.
Et donc là, j'ai une première question, peut-être pour Mandela, mais sentez-vous libre d'intervenir. C'est là, tout de suite, Mandela, quelles sont les contraintes d'un point de vue économique, budgétaire, auxquelles font face la commune ou la mairie? Alors, il faut savoir que les communes font face aujourd'hui à de nombreuses contraintes budgétaires et qui entravent leur capacité à offrir des services publics de qualité, mais aussi de promouvoir le développement local. Et parmi ces contraintes, nous pouvons citer une faible mobilisation des ressources au niveau local. Et cela s'explique par un système de recouvrement des impôts qui n'est pas assez efficace. Et là, je parle plutôt en Afrique. Nous avons des collectivités où l'impôt, qui est la première ressource financière propre, qui n'est pas suffisante, qui n'est pas suffisamment bien récoltée. Et là, ça freine la collectivité dans tout ce qu'elle a comme projet d'investissement. Et deuxième contrainte aussi, nous avons la baisse ou bien l'insuffisance des dotations de l'État. Vous savez, dans chaque pays, que ce soit en France, au Sénégal, au Gabon ou bien au Cameroun, l'État transfère des concours financiers aux collectivités territoriales pour leur permettre de réaliser des travaux d'investissement. Mais ce que nous observons, c'est que ces dotations ne sont pas suffisantes. À titre d'exemple, le Sénégal verse ce qu'on appelle le Fonds d'équipement des collectivités territoriales, le FECT. Dans son projet de loi de finances 2025, ce FECT est voté à 42,7 millions de francs CFA, qui est l'équivalent de 65 millions d'euros. Il y a aussi une deuxième dotation, qui est la dotation de décentralisation, qui est votée dans le PLF 2025 à hauteur de 39,6 millions de francs CFA, soit à peu près 56 millions d'euros. Ici en France, nous avons ce qu'on appelle la DGF, la dotation globale de fonctionnement, que l'État français transfère chaque année à travers son budget vers les collectivités territoriales. Et ce montant, en 2025, a été voté à hauteur de 27,4 milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Donc, la comparaison de ces deux montants elle laisse apparaître un gap entre le Sénégal et la France. Même si nous n'avons pas la prétention de comparer les deux pays en termes de finances ou bien d'économie. Toutefois, malgré cette volonté manifeste de l'État du Sénégal à accompagner vigoureusement ses collectivités territoriales, aujourd'hui, un large consensus est noté chez beaucoup d'observateurs ou bien chez beaucoup d'économistes ou bien des financiers. C'est que cette enveloppe des dotations annuelles reste toutefois sibylline parce que les problèmes de mobilisation de ressources financières, ils persistent toujours. D'accord. Donc voilà. Et autre contrainte aussi, nous avons cette inégalité territoriale entre les collectivités. Si vous prenez par exemple les pôles urbains, les grandes villes, elles ont cette capacité à recouvrer d'impôts que les collectivités rurales. Et là, il y a une dichotomie de taille entre les villes urbaines et les villes rurales. Voilà. Tout à fait. Très intéressant. On comprend tout de suite d'un point de vue économique quels sont les défis à l'action municipale. Si on se tourne vers le côté juridique, Chris, par exemple, dans quelle mesure le cadre juridique peut-il faciliter ou freiner l'action de la collectivité ou l'action municipale? Question intéressante, question très large en réalité. Nous sommes dans un pays normatif. Tout de suite, je pense à ce qu'on appelle la liberté d'administration des collectivités territoriales et avec la fameuse clause générale de compétence. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez expliquer les termes techniques pour ceux qui vont nous écouter? J'en viens. Alors, nous sommes dans un pays où on a une constitution. Donc, je crois que c'est 1948, avec la 5e République. 58, c'est ça? Ouais. 58, autant pour moi. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans la Constitution, donc, il est prévu donc, ce qu'on appelle la libre administration des collectivités.
Et c'est en 2003, en réalité, qu'en fait, que c'est vraiment inscrit donc, dans la Constitution où on a une vraie liberté en fait, des collectivités territoriales. Mais quand je dis liberté, en réalité, c'est une liberté en fait, qui est relative, dans la mesure où en fait, il y a quand même un contrôle de l'État qui fait que, donc là, vous voyez, vous regardez, vous pensez au préfet. Ouais. Le préfet dans les territoires qui est là pour, entre guillemets, j'aime bien la phrase qui disait que c'est le même marteau qui frappe. Bon, non, raccourcit juste le manche. Ouais. La manche plutôt. Ouais. Et donc, il y a une loi, il y a des lois qui sont, la Constitution notamment le prévoit, donc il y a une vraie dichotomie, une vraie séparation entre l'État et les collectivités. Donc en fait, c'est un équilibre qu'il faut trouver, parce qu'entre-temps, on dit que vous administrez librement. C'est donc dire en fait que faut qu'on s'entende bien. Une collectivité ne peut par exemple pas édicter des lois. C'est-à-dire que c'est toujours l'État, par le biais législatif, donc par l'Assemblée nationale, qui donne le go, qui prévoit. Et nous, en fait, on adapte. Mais dans cette adaptation, on nous laisse une liberté de faire ce que bon nous semble, entre guillemets. Donc, je me permets de dire qu'à l'époque, le préfet se permettait, entre guillemets, de taper sur les collectivités en disant que je ne suis pas d'accord, c'est illégal et autres. Aujourd'hui, il ne peut plus le faire directement. Il le fait par le biais, ce qu'on appelle le déféré préfectoral. En fait, c'est-à-dire qu'il passe par le juge. En réalité, c'est le juge administratif qui, oui ou non, annule les délibérations ou les décisions que prennent en fait les collectivités territoriales. Hein, chers collègues, vous confirmez. Donc, les collectivités aujourd'hui, la loi, donc pour revenir totalement à la question, la loi et les institutions, donc en termes de loi, donc oui, les collectivités n'ont pas ce pouvoir normatif, elles respectent ce que l'État, entre guillemets, donc par le biais de l'Assemblée nationale, édicte. En revanche, il y a aussi, tu parlais d'instance et de loi. En termes d'instance, vous connaissez tous le Conseil constitutionnel, qui aujourd'hui, grâce à ce qu'on appelle la QPC, parce qu'avant, ce n'était pas possible, la QPC, donc la question prioritaire de constitutionnalité, qui permet aujourd'hui aux collectivités de saisir directement le Conseil constitutionnel pour, entre guillemets, faire valoir leurs droits. Donc, une institution, des lois, et on organise en fait tout ce paysage, entre guillemets, administrato-politique, ou je ne sais pas comment on dirait ça. Politico-administratif. Voilà, qui permet en fait, entre guillemets, de pouvoir réguler, de pouvoir gérer. Parce qu'il serait lourd, à mon sens, que l'État, à chaque fois, vienne s'immiscer dans les affaires locales pour essayer un peu de donner une direction. Je pense qu'ils ont beaucoup à faire à leur niveau. Donc, toute la nécessité, donc tout, en fait, c'est penser comme ça, de laisser en fait aux collectivités. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus libres, elles ont de plus en plus d'initiatives. Mon cher Mandela parlait en fait en réalité de fiscalité. Donc dans cette liberté, ce qu'on appelle donc les collectivités aujourd'hui ont des taxes, permet d'avoir des taxes et surtout des redevances donc de services publics. Parfait. Je pense par exemple, si je prends par exemple un exemple de la ville de Tours, on a le transport urbain. Donc en fait ces redevances-là permettent entre guillemets de renflouer les caisses des collectivités. Et je fais aussi un clin d'œil avec la dotation globale, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, la dotation globale que l'État entre guillemets alloue aux collectivités. Et c'est aussi pour moi une manière aussi de montrer que l'État reste l'État. C'est-à-dire que oui, on vous laisse la liberté de vous administrer, mais attention, on vous donne quand même de quoi, parce que c'est une dotation importante, il faut quand même le dire. Je ne sais pas c'est combien de pourcentage en termes de, financièrement parlant, ce que ça représente en termes de liberté. Elle représente le premier poste de recette pour presque toutes les collectivités territoriales françaises. Voilà, donc entre guillemets, liberté entre guillemets, mais c'est nous qui vous nourrissons. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je le comprends. Vous êtes libre sur les grandes lignes, enfin, sur les petites lignes, mais foncièrement, la loi, c'est nous qui la faisons. Et votre indépendance financière, c'est nous qui la permettons, en fait. Tout à fait. Donc, c'est comme ça que le paysage s'organise. Donc, en gros, les collectivités, elles ont une liberté, mais qui est encadrée au niveau un peu plus... au niveau étatique. Totalement. Là, ça me fait penser à ce qu'on disait plus jeune en fac de droit. Le préfet, finalement, c'est un surveillant qui est surveillé. J'aime bien. C'est totalement ça. Un surveillant surveillé. C'est une très belle formule. Très belle formule. Voilà. Et lui-même aussi, à son tour, il surveille donc les maires, toutes ces personnes au niveau local, parce que il chapeaute un peu. Voilà. Mais bon, il a un regard aujourd'hui un peu relatif. Il joue un peu le policier, on va dire. Mais je pense que dans la gestion, parce que bon, il ne s'agit pas juste de rester dans des concepts, dans la gestion, on va dire, courante des affaires des collectivités, on collabore plus qu'on se surveille au fond. Parce qu'on a besoin d'eux, notamment pour les permis de chasse, pour beaucoup de choses. On collabore avec les préfectures qui nous délivrent pas mal d'autorisations et autres. Donc c'est plus une collaboration qui est... Les gens souvent l'aspect de... Ils réprimandent, mais ils ne réprimandent pas toujours. Il est surtout là aussi pour collaborer avec nous, nous permettre certaines choses.
Voilà, donc voilà ce que j'ai à dire à ce sujet. En re- Juste pour compléter ce que disait Christ, effectivement, il y a peut-être ce travail de collaboration, mais il y a aussi ce rôle de conseil que la préfecture a vis-à-vis des collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'en fait, dans son cadre justement de contrôle de l'égalité, pour le domaine des marchés publics notamment, et ben, en fait, la préfecture peut justement, en tout cas, les collectivités peuvent solliciter la préfecture pour avoir justement des éclairages sur certaines difficultés d'ordre juridique, et la préfecture du coup répondra en retour. Tout à fait. Donc, conseil, collaboration, encadrement. Contrôle aussi. Contrôle aussi. aussi, surtout. qui Ok. reste, en réalité le premier rôle. On peut Exactement. dire ça comme ça. Alors, si on reste avec toi, Joseph, au niveau de la Comcom en tant que responsable des achats, quels sont les défis au quotidien d'un point de vue très opérationnel? Alors, déjà, merci pour cette question, Rémi. Pour répondre à ta question, je souhaite d'abord, au préalable, définir ce que c'est une communauté de communes pour, pour bien ceux sûr. qui nous écoutent. Une communauté de communes, en fait, c'est un outil de décentralisation. C'est un moyen par lequel les petites communes se regroupent entre elles pour exercer ensemble des compétences communes en vue de réaliser des projets d'intérêt général. Absolument. Il y a vraiment l'idée de mutualisation des moyens pour satisfaire justement des projets importants. Premier point. Deuxième point, sur la notion de commande publique, il est important de définir ce que c'est. En réalité, en fait, il s'agit de deux types de contrats, donc les marchés publics d'une part et les concessions, qu'on appelle communément en fait les délégations de services publics, DSP. Tout à fait. Voilà. Ce préalable étant posé, sur les défis que rencontre la commande publique, déjà, il est important de préciser qu'en France, 10% du PIB est dédié à la commande publique. Et donc, à ce titre, il fait l'objet d'une réglementation très stricte. Et donc, j'y vois ici plusieurs défis. Le premier, c'est justement la maîtrise par les acheteurs publics de ce cadre juridique qui est très complexe, qui est très technique et qui n'est pas évident à mettre en œuvre. Premier point, d'autant plus qu'il y a les enjeux de sécurisation des projets qui sont portés, parce qu'il y a le risque contentieux qui existe. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, il y a la maîtrise justement des procédures et notamment des délais pour satisfaire aux besoins des services prescripteurs qui sont très souvent toujours dans l'urgence, mais en tout cas, il y a cette nécessité justement de maîtriser les procédures, notamment les délais. Troisième point, et qui en fait est très important, c'est le difficile accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Parce que, comme je l'ai indiqué, donc 10% du PIB, produit intérieur brut, qui est dédié en fait à la commande publique, il est important que cette manne financière ne soit pas allouée qu'aux grandes entreprises, mais que Tout à aussi fait. les petites entreprises se développent par le biais de la commande publique. Et donc, il y a justement ce constat qu'on peut faire, c'est que les petites entreprises, en tout cas les PME, ont du mal à accéder du fait précisément de cette complexité qui caractérise même la commande publique. Et enfin, le dernier défi que je peux voir, et ce défi, en fait, justement, il s'inscrit dans l'ère actuelle qui consiste, en fait, à davantage intégrer les considérations d'ordre environnemental dans la commande publique. Et donc, ça passe, en tout cas pour les acheteurs, il y a cette difficulté qui consiste, en fait, justement, à bien rédiger les clauses, à bien penser le cahier des charges, à bien définir les critères d'attribution des marchés pour justement prendre en compte, justement, cette réglementation, qui est une obligation, au demeurant, mais surtout aussi comment est-ce qu'on évalue en fait les clauses et les critères qu'on prévoit. Donc, voilà, donc c'est un autre défi. Et donc aujourd'hui, on tâtonne, mais le fait est que il faut rentrer dans cette ère qui consiste à prendre davantage en compte le développement durable. Moi, j'ai une question, Joseph. Oui. Quand on parle de petite entreprise, est-ce qu'on peut avoir un exemple clair? Est-ce qu'une association pourrait être une petite entreprise? Non, une association, c'est pas une entreprise. Une association, en fait, c'est un regroupement. Alors très souvent, les associations sont davantage dans un but non lucratif. À la différence d'une entreprise qui est dans un but lucratif. Donc, il y a bien la notion de faire, en tout cas, de vendre et je dirais pas de s'enrichir, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de bénéfices. De faire des économies. De faire Une des association économies. n'a pas vocation C'est ça. à... Donc, faire des économies. donc déjà, là, de par ces différences de lucrativité qui caractérisent les entreprises et qui est absente en fait dans la définition d'une association, en fait, une association ne peut pas concourir à un marché public. Par contre, les collectivités territoriales, ce qu'elles font en général, c'est qu'en fait, elles lancent des appels à projets pour justement inciter donc tous les opérateurs, y compris les associations, les porteurs de projets, à venir proposer une solution.
Je précise bien qu'en fait, lorsqu'on est dans la notion d'appel à projet, on n'est pas dans une approche de commande publique. Dans la notion de commande publique, il y a la notion de besoin à satisfaire de la personne publique. Dans la notion d'appel à projet, il n'y a pas cette notion de besoin. Dès lors qu'il y a un besoin qui existe et qui est défini par la personne publique, en fait, on est dans le champ de la commande publique. Totalement. Et donc, en fait, ça exclut de fait les associations. Juste pour une précision peut-être naïve, Joseph, appel à projet, appel d'offres. Alors, très bonne question, Rémi. Alors, lorsqu'on parle d'appel d'offres, dans le langage courant, tout le monde comprend ce que ça signifie, mais lorsque en fait, on dit appel d'offres pour un juriste, il s'agit d'une procédure de passation d'un marché public. Ouais. Et c'est une procédure en fait, qu'on met en œuvre lorsqu'on est au-dessus des seuils européens. Clairement, aujourd'hui, par exemple, pour les marchés de fourniture et des services, c'est 221 000 euros. Lorsqu'on atteint ce seuil et lorsqu'on est au-dessus, on est en procédure formalisée. Et dans les types de procédures formalisées, il y a la notion d'appel d'offres. Ok. L'appel à projet, ce n'est pas une procédure de passation. Ouais. L'appel à projet, c'est, comme son nom l'indique, on appelle toute initiative à venir proposer un projet qui sera retenu ou pas. Mais l'idée, c'est vraiment l'idée de la collectivité n'a pas de besoin, mais elle n'exclut pas d'avoir, je sais pas, d'avoir une intervention. Je pense notamment, par exemple, si une collectivité, par exemple, veut, je sais pas moi, installer des ombrières, par exemple, sur son territoire, c'est pas un besoin pour elle. Mais ça peut être quelque chose d'intéressant pour justement valoriser ces associations, en tout cas ces porteurs de projets qui ont ce type de projet-là. Et ben en fait, elle peut ouvrir ça pour ce type d'association. Je me permets de compléter, si mon temps me permet. Pour faire simple, j'ai une pièce, j'ai une maison, je veux la décorer. Je veux acheter la maison et la décorer. Si, moi, en tant que collectivité, je dis clairement quelle couleur je veux qu'un banc soit là, je veux qu'il y ait un trou ici, que les lumières soient placées comme ça, c'est très précis. Donc là, en fait, on comprend que c'est un besoin de la collectivité. On est dans un marché. Mais si, à supposer, il y a deux cas. Il y a, par exemple, on est dans une ville, il y a une association qui remarque qu'il y a un intérêt général à remplir, comme ce n'est pas rempli par la ville. Ils proposent, ils disent, tiens, par exemple, très typiquement, les bornes de recharge électrique. Ouais. Aujourd'hui, il y a une loi depuis 2025, depuis le 1er janvier 2025, qui a une obligation d'avoir des bornes de recharge électrique dans les parkings notamment de plus de 20 places. Alors, il y a une société qui vient, une association, peu importe, qui dit, écoutez, on voit en fait qu'il y a ce besoin-là, en réalité qui est d'intérêt général, mais que vous ne remplissez pas. Dans ce cas, moi, je vous propose, moi, de venir et de mettre ces places de parking, d'installer des bornes. Donc, la ville n'a jamais eu cette idée de le faire. Mais comme c'est l'association ou bien l'entreprise qui vient le proposer, là, on va faire un appel à projet, en disant que voilà, il y a un projet qui est comme ça, il s'agit des bornes de recharge électrique, mais ça ne vient pas de nous. Ça veut dire d'une société, on l'ouvre à concurrence parce qu'on est obligé en fait de le mettre à concurrence. À partir de ce moment-là, on dit toutes les personnes, toutes les entreprises qui sont aptes à postuler pour ce même projet, venez postuler, on fera une sélection, on prendra le meilleur. Mais à la base, le projet ne vient pas de la ville. On est d'accord? Tout à fait. C'est toute la différence. Donc c'est juste en fait le degré de précision qu'on a dans le besoin. Plus c'est précis, plus on est dans un marché. Moins c'est précis, plus on appelle à projet ou un AMI, on appelle à manifestation d'intérêt. Voilà. Mais ce sont des notions qui sont quand même pas évidentes À comprendre. Oui, justement. à d'où la- appréhender. Et justement, ce flou, peut, en tout cas, on peut y voir ici un risque, parce que pour peu que le besoin en fait soit précis, comme le dit Christ, il y a ce risque justement de réqualification justement du besoin en fait en marché public. Et donc, si la collectivité qui a lancé l'appel à projet n'a pas respecté les exigences du code de la commande publique en matière de publicité de mise en concurrence, et il y a un risque en fait justement de voir le contrat en fait annulé. Donc voilà. Donc c'est un dispositif qui est très intéressant, mais c'est un dispositif en fait à manier avec précaution. Super. Juste avant que je revienne à Mandela, Joseph, tu parlais des exigences d'un point de vue environnemental Oui. qui sont de plus en plus présentes. Oui. Comment les PME accueillent-elles ces exigences-là? Est-ce qu'elles ont les outils nécessaires? Parce qu'on sait que des fois, il y a quand même un fossé entre l'exigence d'un point de vue environnemental et la réalité terrain dans le business. Même si, moi je parle de business parce que je suis dans le privé, mais voilà, on se comprend. Comment est-ce qu'elles accueillent ça, les PME? De toute façon, en tant qu'entreprise, en fait, elles n'ont pas le choix parce que déjà, il y a des obligations qui pèsent sur elles en tant qu'entreprise. Ouais. Alors là, en l'occurrence, je n'ai pas forcément d'idée, mais je me doute bien qu'en fait, en tant qu'intervenant, en tant qu'opérateur intervenant dans le domaine économique, c'est sûr qu'il y a des obligations
qui pèse sur elles. Mais en tout cas, par rapport à la commande publique, comment est-ce qu'elles accueillent ça? Eh bien, écoutez, de toute façon, en fait, elles n'ont pas le choix, puisque la collectivité qui a un besoin et qui l'exprime va, au travers justement de son cahier des charges, formuler ses prescriptions de sorte à ce que toute entreprise, donc une PME, donc une fois de plus, elles sont incitées, si elles veulent justement, en fait, tout à l'heure, je parlais du PIB, enfin, en tout cas des demandes financières, elles ont tout intérêt, en fait, justement, à se mettre en ordre de bataille pour se donner toutes les chances, y compris sur la partie préoccupation en fait, environnementale, pour améliorer leur réponse aux appels d'offres qui sont lancés. Et cela sans accompagnement de la collectivité. Bah, en tout cas, alors, pour parler par exemple de ma collectivité, on a un service qui est dédié en fait à la mission économique. Je pense qu'il peut avoir des journées de sensibilisation. Ouais. Et à ce titre, justement, je vais peut-être éclairer les entreprises sur des notions, parce que justement, ils ne comprennent pas toujours forcément Tout à ce que fait, ça ouais. signifie. Et donc, voilà, vulgariser un peu le langage juridique pour justement, peut-être qu'à l'avenir, elles puissent davantage s'intéresser et postuler à la commande Un publique. processus. Ouais. Super. Mandela, Très bien. tu parlais de collecte de l'impôt. Parmi les contraintes, les défis, Oui. la difficulté à collecter l'impôt. Donc justement, moi j'ai une question plutôt à contre-courant. Comment les communes peuvent-elles mobiliser plus de ressources sans justement alourdir la fiscalité locale? Très bonne question. Mais j'aimerais juste revenir sur deux ou trois Ouais. contraintes budgétaires avant de répondre Vas-y, ouais. à ta question. Parmi les contraintes budgétaires aussi, il y a ce qu'on appelle la rigidité des dépenses. Et là, je pense aux dépenses de fonctionnement. Par exemple, le paiement des salaires, l'entretien des bâtiments communaux. C'est des dépenses incompressibles. C'est-à-dire qu'elles s'imposent à vous. Ouais. Elles deviennent obligatoires. Si vous avez de la trésorerie, ce sont les dépenses prioritaires qu'il faut régulariser. Et aujourd'hui, ces dépenses, elles pèsent vraiment sur le budget des collectivités. Et les collectivités territoriales n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre budgétaire parce que le contexte actuel aujourd'hui ici en France est marqué par un achèchement important des ressources financières au niveau local, une diminution des marges de manœuvre budgétaires, mais aussi une décroissance des dotations de l'État, initiée par l'ancien président François Hollande depuis 2014, et qui invitait déjà à l'époque aux collectivités de participer au redressement des finances publiques. Aujourd'hui, vous savez très bien que la France traverse une situation financière très tendue, avec une dette très importante, un déficit budgétaire qui ne cesse de se creuser, et l'État diminue les dotations qu'il envoie aux collectivités. Et ces dotations aussi diminuent conséquemment les marges de manœuvre budgétaires. Autre contrainte aussi, c'est par exemple la dépendance à des produits financiers qui viennent de l'extérieur, par exemple. Il suffit juste, par exemple, qu'il y ait un choc exogène, que les effets se fassent ressentir durement dans les collectivités. Et là, l'exemple le plus flagrant, c'est l'épidémie de la Covid-19. Donc, les collectivités aussi avaient vécu ça d'une manière particulière. Et il y a aussi cette dépendance à des taxes qui ont un lien étroit avec l'activité économique. Par exemple, je pense aux droits de mutation, les DMTO, droits de mutation à titre onéreux, c'est-à-dire les transactions immobilières qui se font sur le département. Donc, chaque transaction immobilière, il y a un reversement de fiscalité aux collectivités membres de ce département. Et ces transactions aussi dépendent de l'activité économique. Parce que l'activité économique, tout le monde sait qu'elle dépend de la TVA, qui est quand même une ressource qui est volatile et fluctuante. Donc voilà, ça aussi, c'est une contrainte majeure qui pèse sur le budget des collectivités territoriales. Il y a aussi le recours à l'emprunt, malheureusement, qui n'est pas du tout la voie la plus appropriée pour toute collectivité. Si une collectivité est très endettée, malheureusement, elle ne pourra plus contracter un emprunt. Donc voilà, sa situation financière devient compliquée. Donc là, je me permets maintenant de rebondir sur ta question qui dit, par exemple, si on n'a pas
un système de recouvrement efficace pour collecter l'impôt, quelles sont les autres voies pour mobiliser des ressources financières? Tout à fait. Et là, il y a ce qu'on appelle les subventions. Donc, moi, je prône une recherche systématique de subventions. Chaque collectivité, quand elle a un projet d'investissement, inscrit dans ce qu'on appelle le PPI, le plan pluriannuel d'investissement. Donc, c'est un outil dans lequel on phase les projets sur 4 ou 5 ans. Donc, chaque projet peut bénéficier d'une subvention, soit de la part de l'État, on a ce qu'on appelle par exemple la DSIL, la dotation de soutien à l'investissement local. Il faut remplir les critères pour pouvoir bénéficier de cette dotation. Il y a aussi la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux. Il y a aussi les subventions qu'on peut aller chercher soit dans une communauté de communes, ou bien dans un établissement public territorial, ou bien dans une agglomération. Et donc, la recherche de subventions devient aujourd'hui une priorité pour toutes les collectivités territoriales. Parce qu'on ne peut pas faire appel aux établissements bancaires pour contracter des emprunts. L'emprunt doit être la dernière solution. Donc, la première solution, c'est la collecte d'impôts. Si celle-ci n'est pas efficace, maintenant, le deuxième levier, c'est la recherche systématique de subventions, mais aussi, il y a des collectivités aussi qui font ce qu'on appelle l'optimisation de leur patrimoine communal. Comment? C'est-à-dire en vendant des terrains. C'est ce qu'on appelle les cessions. Vous avez une parcelle que vous n'utilisez pas, mieux vaut la vendre à des millions d'euros pour pouvoir investir cet argent vers d'autres secteurs. Donc voilà, ça aussi c'est une piste. Et il y a aussi les délégations de services publics. Joseph en parlait, donc il est mieux placé que moi pour en parler. Par exemple, on confie la gestion d'une piscine à un prestataire, ou bien la gestion d'un parking à un prestataire. Il y a aussi les dons que les collectivités peuvent recevoir, mais ils sont strictement encadrés par les textes. Donc voilà, vous conviendrez avec moi que les marges de manœuvre ou bien les pistes de mobilisation des recettes sont assez étroites pour les collectivités territoriales. Donc nous, en tant que financiers, nous sommes confrontés à une situation financière quand même qui est particulière, où on nous dit de dégager des résultats positifs à la fin de chaque exercice budgétaire, où l'autorité municipale, c'est-à-dire le maire, est affligé à mettre en place des projets d'investissement qui sont porteurs, mais aussi à participer à l'entretien de tous les bâtiments communaux en ayant une dette saine et soutenable. Mais comment il va faire pour réaliser tous ces travaux? C'est pour ça aujourd'hui, l'enjeu majeur de toutes les collectivités françaises, c'est comment faire pour optimiser les recettes. Parce qu'on ne peut pas chaque année augmenter les taux. Parce que les collectivités ont un pouvoir sur les taux. Elles peuvent augmenter les taux en prenant une délibération. Mais surtout que là, 2026, c'est l'année électorale. Ce n'est pas du tout prudent de toucher aux impôts. Si un maire veut se faire réélire, ce n'est pas du tout la bonne option. Donc voilà, en gros, c'est compliqué. Les collectivités territoriales sont prises à la gorge aujourd'hui. On parlait donc de contraintes. Là, on a vraiment une belle illustration. Mais on retient aussi qu'il y a des alternatives à l'alourdissement de l'impôt. Chris, j'aimerais revenir te solliciter pour... tu parlais tout à l'heure de nécessité de trouver un équilibre entre les contraintes au niveau national et la liberté de l'action locale. Comment on peut osciller entre ces deux intérêts qui peuvent parfois être opposés? Tout bêtement, j'ai envie de dire qu'il ne faut juste pas empiéter sur on va dire, le territoire réservé à l'État et celui réservé aux collectivités, parce qu'une fois de plus, je reviens à l'idée que c'est dans la Constitution. Donc, c'est-à-dire c'est la loi la plus forte, c'est le contrat social en réalité de la Constitution. Donc à partir du moment où le législateur l'a prévu comme ça, il ne faut juste pas empiéter. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on est dans un état de droit. L'état de droit, ça veut donc dire quoi? Que tout le monde est soumis à la loi. C'est-à-dire qu'une fois que c'est voté, qui que tu sois, quoi que tu fasses, tu es sous comment dire ça, sous le marteau de la loi. C'est-à-dire que vous votez, même l'État se soumet lui-même à la loi qu'il lui-même il a édictée ou qu'il a prévue.
Ça veut dire en fait qu'une fois que c'est fait, la collectivité peut dire que non, vous êtes l'État, mais c'est ça qui est prévu dans la Constitution, vous n'avez pas le droit de faire ceci ou de faire cela. Donc, respecter clairement ce qui est défini, prendre toutes les libertés ou, comment dire, intelligemment utiliser cette liberté pour, on va dire, l'intérêt général, parce que c'est de ça qu'il s'agit, toujours de cela qu'il s'agit. L'intérêt local, si tu préfères, comme on parle de communes. Et jongler avec ça, donc avec les dotations, avec les subventions. L'idée de subvention est très prégnante dans les collectivités. Soit on alloue des subventions, soit que nous-mêmes, on bénéficie des subventions. Et on parlait de dons et legs, et donc c'est très encadré. Je rejoins Mandela, parce qu'il ne faudrait pas en fait que les dons alourdissent, deviennent en fait des contraintes Tout à pour la fait. collectivité. Il faut que ça, le terme exact, je crois qu'il ne faut pas que ça soit, faut pas que ça constitue, je crois, j'ai pas le terme exact. En fait, il ne faut pas que ça devienne une contrainte pour les collectivités. Voilà. Et donc, comment on joue avec? On joue avec ce qui est donné, ce qui est distribué, et puis en toute intelligence, on essaie d'avancer, parce que ce qui est intéressant sur le terrain local, c'est que nous sommes vraiment proches des habitants. On est vraiment, on va dire, la strate la plus proche des populations. Et donc, des fois, on a des remontants, on a des contraintes au niveau étatique qui n'ont pas. Autant que faire se peut, le préfet est mieux au courant. Et d'ailleurs, le rôle du préfet est un rôle très, très, très essentiel. Je ne me rendais pas compte jusqu'à ce que je sois en collectivité aujourd'hui, le surveillant surveillé. Exactement. Ouais, mais donc, on joue avec les cartes qu'on a, et puis on jongle. Voilà. Moi, je retiens que trouver cet équilibre, c'est parfois bien interpréter la législation nationale et la retourner éventuellement contre l'État pour bien servir les intérêts de l'action locale. Absolument, absolument. Et la loi, elle est impersonnelle. Et donc, des fois, c'est une coquille. On la vote. Donc, c'est un ensemble. Mais il ne donne pas le détail de la loi. Des fois, ce sont des décrets, ce sont des arrêtés, des choses ministérielles qui viennent préciser le contenu des lois. Et donc, ça fait que elle est vraiment impersonnelle. Et donc, on la personnalise selon en fait les besoins qu'on a. Et je crois que c'est bien pensé. Parce que si on donnait trop de directives par rapport à cela, on limiterait beaucoup l'action des collectivités. Et les collectivités, c'est hyper important. C'est la vie quotidienne en fait des populations. Je me permets de le rappeler ici quand même. Donc Voilà. on interprète, on joue sur l'aspect interprétation de la loi des fois pour en ressortir ce qui nous arrange. Le en meilleur, réalité. voilà. Voilà. Donc c'est pas précis, on joue avec. Question conjointe Joseph et Mandela, les achats publics et le budget. Justement, comment on peut garantir la performance à l'achat public dans un contexte budgétaire qui, comme le Mandela l'explique, est souvent très contraignant? Alors, pour ma part, comment est-ce qu'on peut garantir? Déjà, j'y vois ici, en tout cas moi en tant que juriste, et c'est ce que j'essaye de faire d'abord, c'est de sécuriser les projets. Sécuriser les projets, ça passe par la maîtrise des procédures et d'abord par la bonne computation des seuils. La computation, en fait, c'est le fait de bien calculer les estimations des marchés pour lancer la bonne procédure de passation. Et donc, plus, en fait, la computation, pour faire simple, c'est comme une espèce de guide, au fond, que les collectivités font par rapport à leurs achats, avec les montants, en fait, en face. Et suivant les familles d'achat, en fait, on sait la procédure à mettre en œuvre par avance. Et donc, de ce point de vue, le fait de sécuriser déjà nos procédures ainsi, quelque part, il y a des gains parce que publier une consultation, ça coûte. Ça coûte très cher. C'est bonbon, ouais. Et donc, premier point. Ensuite, derrière ça, derrière la computation, il y a cette logique justement de planifier stratégiquement les besoins des collectivités. C'est-à-dire qu'en fait, à mon niveau, j'essaye en fait justement sur une année, j'ai une visibilité sur les achats à lancer. Suivant les urgences, je priorise. Et donc, je sais par avance où je vais, de sorte à ce que s'il y a des imprévus, je sais comment en fait justement absorber ces imprévus et les gérer. Donc, premier point. Ensuite, comment est-ce qu'on fait aussi pour économiser? Et alors, il y a la négociation
qui est un outil qui est difficilement mobilisable. Alors, il est mobilisable notamment dans les procédures adaptées, où en fait les collectivités peuvent négocier librement. Toujours dans une logique de transparence, donc bien informer les candidats sur les modalités liées à cette négociation-là, pour justement maintenir l'égalité de traitement entre les candidats durant la négociation. Alors, en appel d'offres, en fait, on négocie pas comme on veut, parce que précisément, comme on est sur une procédure européenne, et ben en fait, on est sur des montants plus importants, et donc, en fait, les enjeux sont importants, et par conséquent, en fait, on négocie que quand le code le prévoit. Donc, dans notre cas, le code de la commande publique prévoit une procédure avec négociation qui liste les cas dans lesquels, en fait, on peut y avoir recours. Donc, il faut se conformer, en fait, au code. Voilà. Je ne sais pas si Mandela, tu as des compléments à apporter. Oui, moi, je vais plutôt aborder sa question pour montrer comment les marchés publics s'intègrent dans les différentes étapes du cycle de gestion des finances publiques, pour montrer le rôle des marchés publics au niveau des finances, sur les finances locales, ou bien comment les marchés publics et les finances locales exactement s'imbriquent. Pour le comprendre, il faut analyser les 5 étapes du cycle budgétaire. Et la première étape, c'est ce qu'on appelle la planification et la programmation budgétaire. Donc, c'est des réunions qu'on fait avec tous les services. Et c'est le moment d'analyser tous les projets qui nécessitent un appel d'offres, c'est-à-dire donc, forcément un marché public. Donc, à ce moment-là, on recense les propositions et on prépare les crédits qui seront attribués à ces projets, qui seront exécutés dans le cadre d'un marché public. Parce que les marchés publics représentent une part importante au niveau des dépenses d'investissement d'un budget d'une collectivité territoriale. Donc ça, c'est la première phase, c'est-à-dire planification et programmation du budget. Deuxième phase, c'est l'adoption du budget. Donc l'adoption se fait à travers le vote du budget. Donc le budget, il est voté au niveau du conseil municipal ou bien au niveau du conseil communautaire dans le cadre d'une communauté de communes. Donc après l'adoption, donc l'adoption du budget fixe le cadre financier dans lequel les marchés publics seront maintenant lancés et exécutés. Et la troisième phase, donc la transition, elle est trouvée, c'est l'exécution maintenant du budget. C'est en ce moment-là que les directions des marchés publics interviennent pour lancer les procédures, les consultations, le recueil des besoins, des cahiers des charges, la construction des dossiers du DCE. Dossier de consultation des entreprises, de DCE. Donc voilà, on prépare ça, on formalise et on lance le marché. Après, il y a la quatrième étape qui est tout ce qui est suivi et paiement de l'exécution des marchés en se référant à leur avancement. Donc voilà, et par exemple, si le service est fait, et là, je peux définir ce qu'on appelle un service fait au niveau d'une collectivité territoriale. Le service fait, c'est l'acte par lequel, par exemple, le responsable du marché atteste que les travaux ont été exécutés par l'entreprise et pour lesquels elle exige un paiement. C'est ce qu'on appelle le service fait. Donc, après le service fait, on paye, mais le paiement ne se fait pas d'une manière automatique parce qu'il y a ce qu'on appelle le contrôle de la tutelle. Nous, en tant que direction des finances, on fait l'amendement, après on envoie ça au niveau du trésor public, maintenant qui représente l'État. Nous représentons le maire, mais le comptable public, lui, il représente l'État. Donc lui, il vérifie les pièces du marché, le DCE, il regarde si tout est en conformité. Après, il paye, il liquide. Comme ça, le prestataire va recevoir son arrière. Après, cinquième étape, c'est ce qu'on appelle le suivi technique, administratif et financier. Suivi technique, c'est nos collègues de la direction de technique qui doivent descendre sur le terrain pour apprécier l'état d'avancement des projets. Et un suivi financier administratif, nous, c'est voilà,
Est-ce qu'il y a un besoin de compléter un marché? Est-ce qu'on appelle un prestataire pour lui dire de faire un avenant qui vienne aussi modifier le prix du marché? Est-ce qu'on le demande par exemple le DC4? Est-ce que le sous-traitant fait le travail? Donc voilà, il y a beaucoup d'allers-retours, beaucoup de communication entre nous et les responsables ou bien les bénéficiaires du marché public. Et là, en analysant ces 5 étapes, maintenant on comprend que les marchés publics régulent, encadrent et orientent l'action des élus. Donc, en plus, il y a aussi, les marchés publics permettent aussi de faire des économies. Parce que le principe dit qu'il faut prendre en compte ou bien il faut choisir l'offre économiquement la plus avantageuse. Donc voilà, ça c'est fondamental. Donc voilà, on ne va pas laisser aux maires ou bien aux élus de choisir le prestataire qu'ils veulent. Non. Il y a des critères d'analyse, des critères financiers, des critères techniques, des critères environnementaux. Il faut prendre en compte tous ces critères, mais au final, toujours au final, choisir l'offre économiquement la plus avantageuse. Voilà. Ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire l'offre la moins chère, ça ne veut pas dire l'offre la plus chère, mais la plus adaptée. Voilà. Très bien, c'est important. Vas-y Joseph, tu voulais rajouter un point? C'était à peu près ce que je voulais dire, c'est qu'en fait la notion d'offre économiquement la plus avantageuse, ici il ne faut pas y voir que la notion de prix, parce qu'il n'y a pas que cette composante-là, il y a la partie technique, comme l'a dit Mandela, peut-être environnementale, peut-être sociale, tout dépend. Voilà, c'est pas que le prix ici qui est prépondérant, qui peut l'être, mais c'est pas le seul critère qui permet justement de choisir une entreprise. Tout à fait. Moins cher, non. Je rebondis brièvement et sous le contrôle de Mandela. C'est là encore l'exemple que l'État est toujours en fait derrière. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on fait des projets, mais celui qui paye à la fin, c'est le comptable public, donc la DGFP. Ouais. Donc en fait, nous-mêmes, un comptable, donc Mandela est directeur des finances, c'est pas lui donne juste la séparation entre le comptable et l'ordonnateur. Cours de finances publiques L2 ou L3 droit, je sais plus. ça va parler à quelqu'un, je pense. On en revient là, c'est-à-dire en fait que nous on fait les projets, mais au final c'est lui qui dit oui je paye ou pas. C'est lui qui est comptable de tout ce qu'on fait. Donc l'État toujours, il y a toujours l'ombre de l'État quelque part, il sillonne. Tout à fait. Voilà. Mandela, je voulais te relancer sur un point. Tu avais commencé à en parler il y a quelques minutes. Je t'en prie. On a compris que le financement des infrastructures locales est souvent un casse-tête. Donc, quelles sont les innovations budgétaires que tu recommanderais? Tu parlais du recours, d'encourager le recours aux subventions, notamment, si j'ai bien retenu. Est-ce qu'il y a d'autres leviers qu'on peut mobiliser? Très bien, c'est une bonne question aussi. Parmi les autres innovations budgétaires, je peux citer par exemple la mise en place des budgets verts, quand même qui est un concept fortement galvaudé ici en France. Tout le monde parle de budget vert, c'est-à-dire la prise en compte des objectifs environnementaux dans la planification budgétaire. Donc voilà, si vous mettez par exemple un budget vert et que vous prenez bien en compte tous les critères environnementaux, vous avez la possibilité d'aller chercher des subventions vers des organismes qui interviennent que sur l'aspect environnemental. Donc ça aussi, c'est une piste d'optimisation, c'est un levier, c'est une innovation budgétaire. Et là, ça commence vraiment à se généraliser dans toute la France. Et deuxième innovation budgétaire aussi, il y a ce qu'on appelle, c'est un terme assez récent, le crowdfunding territorial. Oui, le crowdfunding territorial. Je pense au financement de mon projet, mais bon, je ne pensais pas que c'était valable pour les territoriales aussi. Oui, okay. Donc voilà, dans le cas, sur cet aspect, on fait appel à des bénévoles, à des personnes qui sont, à des donateurs pour qu'ils viennent participer à la réalisation d'un projet ou bien d'une opération d'investissement sur la collectivité. Il y a aussi ce qu'on appelle les contrats de performance qu'on peut signer, par exemple, avec une entreprise. Par exemple, l'entreprise, elle vient réaliser, par exemple, des travaux thermiques dans un bâtiment communal gratuitement. C'est elle qui engage ses frais. Mais elle sera remboursée sur les économies que le bâtiment générera.
Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc voilà, ça aussi, ça commence à se mettre en place dans pas mal de collectivités. Il y a aussi ce qu'on appelle, les subventions aussi. Donc voilà, mettre sur le budget des projets qui seront fléchés sur des dispositifs tels que la DCL, la DETR, voilà, je les ai cités tantôt. Donc en gros, voilà, il y a ces innovations budgétaires, budget vert, crowdfunding territorial, la recherche des subventions, les budgets aussi participatifs. Oui. Un élément très important. Le budget participatif, c'est un outil de démocratie locale qui a pris son envol au Brésil depuis des années, mais qui s'est généralisé dans le reste du monde. Et en France, beaucoup de collectivités commencent à mettre en place un budget participatif. C'est quoi? C'est-à-dire, on va impliquer les citoyens à participer à la construction du budget de leur ville. Voilà, on leur dit, proposez-nous des idées, proposez-nous des opérations d'investissement et nous allons financer. Je prends par exemple, on met en place 100 000 € et on les divise en 4 projets. Chaque projet sera financé à hauteur de 25 000 €. Et là, ce sont les citoyens, par exemple, Rémi, toi, tu peux avoir une idée dans ton quartier, tu dis, écoutez, moi je vais proposer ça à monsieur le maire. Et après, il y aura une commission. On va examiner les projets qui seront éligibles au financement et qui auront aussi un intérêt local. Tout à fait. Bien sûr. Oui. Et là, donc voilà, c'est un outil aussi qui est très, très important. Et il y a aussi des subventions qui peuvent être attribuées à ces projets issus du budget participatif. Donc, aussi austère et parfois... Oui, austère, c'est déjà pas mal pour qualifier une collectivité. On comprend bien que les collectivités savent faire preuve d'innovation, avec tous les éléments, notamment le crowdfunding. Oui, on est obligé parce que depuis 2018-2020, l'État a mis en place ce qu'on appelle la dématérialisation. L'État nous pousse à innover, à dématérialiser, à digitaliser, parce que les contraintes, elles sont là. On les voit. Et aujourd'hui, pour s'en sortir, il faut aller chercher les sous par-ci, par-là. Par-ci, par-là, sinon on va pas en sortir. Mandela, tu parles de dématérialisation, mais il y a aussi un point, c'est que cette dématérialisation, pour les usagers, des fois, c'est un piège. Ah oui. C'est censé être un atout, mais parfois, on a l'impression que sur certains sujets, en tout cas, la dématérialisation n'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout à fait. En fait, les citoyens. La dématérialisation mise en place par l'État français n'a pas été bien préparée pour les citoyens. Ouais. C'est pour ça qu'elle a induit pas mal de dysfonctionnements d'un point de vue administratif. Et là, je parle sous le contrôle de Chris, qui avait fait un bon travail dans le cadre d'une conférence que nous avions organisée à travers une association. Il était intervenu sur ce point-là. Oui, je me souviens. Exactement. Donc, il avait bien élaboré, listé tous les problèmes que cette dématérialisation avait engendrés. Et là, après... Elle a des avantages, mais voilà, aujourd'hui, quand même, les inconvénients, ils sont là. Joseph, je voyais que tu voulais intervenir. Je vais juste proposer une autre question pour toi. Dans les achats, on parle de rapidité d'exécution, mais aussi respect des procédures d'un autre côté. Tout à fait. Comment vous conciliez les deux? Quels sont les outils que vous mettez en place pour pouvoir... Alors, sur la partie, sur la rapidité, en fait, le Code de la commande publique a mis en place ce qu'on appelle les techniques d'achat. Et celles qui sont les plus connues, les accords cadres ou le système d'acquisition dynamique, ça sont des dispositifs qu'il faut penser à mobiliser lorsqu'on est face à des achats récurrents. L'idée ici, c'est de gagner du temps pour la collectivité et surtout, en fait, sur une durée maximale de 4 ans, en fait, avoir un besoin X couvert, parce qu'il y a une ou des entreprises qui interviennent sur ce type de besoin-là. Premier point. Et puis, il y a aussi la notion aussi de réactivité. Quand je prends le cas, par exemple, des systèmes d'acquisition dynamique qui, aujourd'hui, en fait, brillent par un flou juridique autour de cette notion-là, n'empêche que c'est un dispositif qui a quand même pas mal de vertus et qui, aujourd'hui, quand bien même les collectivités ont peur de les mettre en œuvre, on peut y voir quand même pas mal d'avantages. Le fait que, par exemple, en tout cas pour ma part, dans le sein de notre collectivité, parce que précisément comme il n'y a pas de cadre juridique et qu'en fait on est dans un flou, et ben en fait, pour attribuer un marché qui est de faible montant, donc moins de 40 000,
et ben, en fait, on peut se dispenser d'une réunion de commission. Et à ce titre, en fait, on gagne du temps face notamment à des besoins qui sont urgents. Donc voilà, il y a une notion, une approche de réactivité, de moins de contraintes, moins de lourdeur ici, qui peut être justement voilà, intéressant pour gagner du temps. Et puis par ailleurs, donc tu parlais de rapidité, c'était quoi l'autre point? Rapidité d'exécution et respect des procédures. Alors, le respect des procédures, comme je l'ai dit tantôt, ça passe par déjà par la maîtrise de toutes les procédures qui existent. Premier point. Deuxièmement, ça passe aussi comment dire, la mise en œuvre de ces procédures face à comment dire, sur les bons supports de publicité, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on est en dessous des seuils européens, en fait, il faut mettre la procédure, en tout cas, il faut lancer la consultation sur le BOAMP, donc c'est la plateforme qui couvre en fait le territoire national. Et lorsqu'en fait on est au-dessus, en fait, du coup, on passe sur le jour, donc c'est le journal officiel de l'Union européenne. Donc en fait, on sort de la France pour justement toucher les pays de l'Union européenne. Et donc voilà, ça, ce sont des préalables qui sont nécessaires pour justement respecter les procédures. Chris, un petit défi pour toi en 1 minute. On a vu des scandales, notamment un gymnase qui est incendié, une piscine qui est vandalisée ici et là. Quelles sont les implications juridiques de ces actions-là? La question assurantielle dans les collectivités. Grosse question, au cœur en réalité de l'actualité, depuis la mort du jeune Naël, avec les émeutes qu'on a vues. Et je parle d'émeutes à dessein, parce qu'en fait, lorsque les mairies ont brûlé, lorsqu'il y a un sinistre, en réalité, aujourd'hui, le défi de l'État, c'est de pouvoir, ou du moins les défis des assurances, c'est de pouvoir qualifier toutes ces émeutes, tous ces incendies-là d'émeutes. Parce que selon que c'est une émeute ou un incendie lambda, on comprend que la franchise n'est pas la même, et les indemnisations ne sont pas non plus les mêmes. Quand c'est l'émeute, on décharge, on rend la balle à l'État. C'est vous qui avez causé cela. Donc nous, les assurances, on se retire, démerdez-vous. Ou bien nous, on voit. En fait, c'est vraiment... l'État renvoie, en fait, c'est subsidiaire. C'est-à-dire, en fait, qu'on met d'abord en cause... Pour les collectivités qui sont assurées, on dit, voyez d'abord avec vos assureurs. Et si jamais donc la qualification d'émeute est retenue, revenez vers nous, l'État, parce que je crois qu'il y a des enveloppes qui ont été ouvertes, en fait, pour cela. Je ne sais pas si dans les faits, elles sont vraiment allouées ou non. Mais en tout cas, on a eu dire qu'il y avait des enveloppes qui étaient ouvertes. Et je crois que c'est jusqu'à juin, si je ne m'abuse, qu'en fait, les collectivités peuvent en fait faire un recours contre l'État, leur dire en fait de les indemniser de tous les dégâts qui ont été causés. Et c'est à dessein que je parle parce que la collectivité dans laquelle je suis a été la première à être touchée dans toute la France par rapport à cette histoire-là. Et je ne rentre pas dans le secret des affaires parce que je suis fonctionnaire et donc le devoir de réserve oblige. C'est pas le but. C'est pas le but. Voilà, je tiens à le préciser. Mais on est encore en discussion avec ces assurances-là et c'est un long chemin. La question des assurances est très intéressante dans les collectivités parce que derrière, on parle d'auto-assurance. Parce qu'aujourd'hui, avec le banditisme, si je peux me permettre, je ne fais pas de la politique, on n'est pas politicien, avec la recrudescence, en fait, une sorte de montée un peu de banditisme et autres, les collectivités sont confrontées en réalité sur beaucoup de questions en fait, de vandalisme, de tout ce qui concerne un peu, ces biens en fait sont attaqués. Des écoles qui brûlent, des gymnases qui brûlent. Et depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai toujours eu de vrais dossiers d'assurance. Et c'est une vraie question. Et c'est une vraie compétence à développer, en tout cas. Et je fais un clin d'œil aux collectivités en Afrique et autres, et je pense qu'ils n'aiment pas s'assurer. Je ne suis même pas sûr que ça existe. Et alors que c'est ô combien important, parce qu'un gymnase qui brûle, c'est des millions derrière. Tout à fait. C'est des millions derrière. Ouais. Voilà. Je me permets juste de compléter ce point de vue très rapidement parce qu'on a pu... de Chris, c'est que ces vandalismes que nous observons aujourd'hui dans pas mal de collectivités s'expliquent par le fait que, voilà, quand les gens sont... Bon, moi, je ne les cautionne pas, je les défends pas. Quand les gens sont énervés ou bien sont fâchés, donc voilà, il y a le maire
qui est le premier magistrat de la ville, qui est la sphère politique la plus proche de ces populations, le représentant de l'État, bon, d'une manière, pas le représentant de l'État, mais... En tout cas, voilà. Oui, voilà. De la République. Exactement, oui, Voilà. de la République, merci. Voilà. Donc voilà, les gens, ils se défoulent sur les collectivités, sur les mairies. Tout à fait. Oui. C'est nous qui prenons, en fait. Exactement. Ça se passe au niveau étatique, mais la conséquence directe, c'est les collectivités qui les... Tout à fait. En tout cas, on retiendra que, et ça sera l'objet d'une prochaine discussion, parce qu'on a évoqué que la première partie de notre échange. Vous voyez comment le temps passe vite quand on se lance dans ce voyage. Bien penser à s'assurer, les collectivités, parce que j'imagine que les franchises aussi doivent sont être... énormes. voilà. Sont énormes. Donc, merci en tout cas pour vos réponses brillantes, une illustration de votre parcours à chacun. Vous rentrez exactement dans l'esprit de ce podcast, inspiré, informé, c'est ce que vous avez fait. Connecté, c'est ce que vous faites aussi. Et c'est ce que ceux qui vont nous regarder vont faire. Vos coordonnées, si vous permettez, en tout cas votre LinkedIn au moins sera disponible pour que, voilà, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'approfondir un point entre pairs dans le secteur, qui travaillent dans une autre collectivité, c'est toujours important, c'est le but du podcast. Si vous sentez que vous avez une appétence pour partager votre parcours, votre quotidien professionnel, vous pouvez également nous rejoindre, on est ouvert. On accueille tous les profils, pas que des juristes, parce qu'aujourd'hui, il y a un économiste, mais plutôt très juridique, ce plateau. Donc, merci en tout cas. Je suis l'intrus. Je suis entre guillemets l'intrus de ce plateau. Merci d'avoir honoré ce rendez-vous. Je sais combien votre temps est précieux derrière des dossiers. Merci à ceux qui vont écouter, à ceux qui vont regarder, parce qu'il y aura une vidéo également. Vous verrez comment nos juristes et économistes se sont bien préparés pour l'occasion. C'était Koulouma, Leadership et Excellence. On vise l'excellence, comme on le dit, le leadership, pas pour revendiquer quoi que ce soit, mais pour impacter de manière positive. Voilà, merci à vous. Et on se retrouve pour la seconde partie, j'espère, à très bientôt. Très prochainement. Merci. Merci pour cette belle initiative. Ouais. Tout à fait. Et on te souhaite plein succès. C'est moi. Succès. Merci. Voilà.